Aujourd'hui, je vais te parler de Manon Lescaut de l'abbé Prévost et je vais m'intéresser au personnage de Manon. Alors, Manon est un personnage qui est souvent associé au mot perfide, c'est-à-dire celle qui trahit, celle qui est loin de la vertu, celle qui est dans le mal. Et effectivement, on peut retracer toutes les actions de Manon en y voyant des méfaits. Déjà, Manon, dès le début, on dit qu'elle a un goût pour les plaisirs, qu'elle semble être très au courant de la séduction avec les hommes. Donc déjà, ça donne une vision quand même assez négative de Manon. Mais en plus de ça, dès les premiers moments en fait, de sa relation avec Des elle est caractérisée par son goût pour l'argent. Et en plus de ça, cela l'amène à la trahison et à la tromperie. Donc trahison parce que elle dévoile le lieu de vie de Des à sa famille, et ce qui fait qu'il est emprisonné, mais en plus tromperie parce qu'elle le trompe avec un autre homme pour de l'argent. Manon Lescaut, tout au long du roman, c'est sa sincérité qui va être remise en question, sa sincérité dans son amour, mais aussi dans ses paroles, qui s'associe donc à une remise en question de sa vertu. Alors, en plus de ça, elle va être associée dès le début à une forme de prostitution, voilà un péché de la chair, ce qui est quand même très fort au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle aussi. Mais en plus de ça, elle manipule les hommes, elle semble manipuler les hommes autour d'elle pour obtenir des plaisirs. Et à tel point qu'on peut se poser la question si quand elle rencontre Des au tout début du roman, elle n'aurait pas eu l'idée en fait de charmer un jeune homme sans défense afin d'éviter son destin qui était d'aller au couvent. Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser à cause de ses actions. On peut se demander si Des n'est pas manipulé par Manon tout au long du roman. Cependant, il faut se rappeler de quelque chose de très important, c'est que c'est le récit de Des C'est Des qui raconte son histoire et qui la raconte à la première personne. Ça veut dire qu'à aucun moment nous n'avons la version des faits de Manon. Et cela est voulu par l'auteur. C'est-à-dire que ce n'est pas ma tête malade qui donne des interprétations, c'est qu'il y a des effets qui sont voulus par cette façon de narrer l'histoire à la première personne. Cette narration à la première personne fait que le récit a un caractère de confession. Et donc, on a l'impression, dès le début, que Des est sincère, d'autant plus qu'il fait profession de foi, de sincérité dès le début du roman, puisqu'il dit à Renoncourt que comme Renoncourt l'a aidé, eh bien, il mérite qu'il lui raconte toute son histoire sans lui cacher rien du tout. Le problème, c'est qu'en réalité, son récit a un deuxième objectif, peut-être même que c'est le premier objectif, mais il est caché, c'est d'être une justification de son comportement. Alors, je rappelle en fait que Des quand il raconte son histoire, c'est une histoire passée. Ce sont donc en fait des actions de sa jeunesse, des actions condamnables, et qu'il ne peut pas, accepter, endosser ou, dont il doit se justifier à cause de sa situation actuelle, qui est, au moment où il raconte l'histoire, d'être chevalier de l'ordre de Malte. Et donc, il a obligation, en quelque sorte, morale, de faire acte de vertu, et donc de justifier, en quelque sorte, des actions passées qui sont très peu vertueuses. Et donc, il doit expliquer pour se dédouaner, pour prouver, en fait, son innocence, et donc sa vertu. Et donc, il va montrer qu'il s'agit d'un égarement de jeunesse, une forme de déviance qu'il aurait fait pour une raison noble, par amour. Et effectivement, il va tout au long du récit ne pas arrêter de nous faire un éloge de son amour pur et formidable et sans
sans aucun autre exemple dans le monde. Est-ce que je retrouverai un passage dans lequel il nous dit à quel point son amour est incroyable, est au-dessus de la norme. Non, je ne trouverai pas d'endroit, mais il le dit quand même très, très, très souvent. En plus de ça, il va laisser entendre, dès le début, dès la première rencontre avec Manon, qu'il a été ensorcelé par elle, qu'il a été charmé par elle. C'est ce qu'il dit quand il dit « Elle me parut si charmante ». Charmante, c'est pas un mot gratuit, hein. Charmante, c'est la charmeuse, c'est celle qui jette un charme, qui ensorcelle. Il va même jusqu'à dire... Est-ce que je vais retrouver ? Non, je n'ai pas retrouvé, mais vraiment, hein, il y a cette idée qu'il est complètement sous son charme, et donc ce n'est pas sa faute. Hein. Il l'appelle même la maîtresse de son cœur, un peu comme si c'était elle qui était responsable de tous les actes qu'il va commettre ensuite, en son nom à elle. De plus, il donne à entendre le discours de Manon. On n'entend jamais le discours de Manon directement, puisqu'en fait, c'est toujours Des-Grieux qui retranscrit ce qu'il a entendu de Manon. Alors, c'est d'autant plus fort quand il... en fait, c'est très très rare quand le discours de Manon est écrit au discours direct. La plupart du temps, le discours de Manon est écrit au discours indirect, et donc ça veut dire que son discours ne nous est entendable qu'à travers l'interprétation, le point de vue de Des-Grieux. Donc à nouveau, il y a une forme de distance, et donc le lecteur, un lecteur expert, un lecteur subtil, sait qu'il doit faire attention quand il a les paroles de Manon, puisqu'il n'a en fait que celles que Des-Grieux veut bien nous dire, et puis qu'à travers déjà son interprétation à lui. Et donc on voit ici que Des-Grieux, premièrement, il va construire un récit autour de sa vie. Il va en faire une forme de démarche héroïque où il va représenter l'amour comme une épreuve qui montre sa valeur, son courage, son sacrifice, son intégrité. On le voit notamment dans la lettre, au moment où elle lui donne une lettre. Oui, donc Manon, en fait, vient de le quitter pour Monsieur de GM parce qu'elle craint de ne pas pouvoir se nourrir, et elle lui donne une lettre pour s'expliquer. Et donc Des-Grieux ensuite interprète cette lettre, hein, il donne son avis, sa réaction face à cette lettre, et il dit ça. Elle appréhende la faim. Dieu d'amour, quelle grossièreté de sentiment! Et que c'est répondre mal à ma délicatesse? Je ne l'ai pas appréhendée, moi qui m'y expose si volontiers pour elle, en renonçant à ma fortune et aux douceurs de la maison de mon père, moi qui me suis retranchée jusqu'au nécessaire pour satisfaire ses petites humeurs et ses caprices. On voit ici que Des-Grieux, lui, se compare à Manon, tout d'un coup, et qu'il se positionne dans une position de vertu, de sacrifice, tandis qu'elle serait en fait une ingrate, qui ne serait pas capable de ce sacrifice pour lui. Mais en fait, quand on lit entre les lignes, on se rend compte que Des-Grieux, en réalité, ne craint pas la fin, puisque si jamais cela se passe terriblement mal avec Manon, et la fin du roman le montre bien, eh bien, il y a toujours sa famille, il peut revenir vers sa famille. D'autant plus que son père est montré, représenté pendant tout le roman, comme quelqu'un d'extrêmement compréhensif, en fait, et aimant. Et donc, Des-Grieux ne craint rien, tandis que Manon, elle, est livrée à elle-même. Elle ne dépend que d'elle-même, d'être nourrie, d'être logée, de survivre, en fait.
Et donc, effectivement, elle appréhende la fin, mais lui non. Mais c'est une question de différence de statut social. Et on voit bien ici que la manière de représenter les choses de Des Grieux montre peut-être sa naïveté, mais aussi il cache des choses. Hein. Il laisse sous silence une différence extrêmement importante au XVIIe siècle. En plus de ça, Manon, Des Grieux dit qu'elle manque de sincérité, il dit qu'elle est perfide, mais en réalité, dans sa lettre, on peut partir du principe que Manon, elle est sincère. Et c'est ce que j'aimerais faire dans ce troisième temps, c'est de réhabiliter les personnages de Manon. On peut voir en fait Manon comme sincère. Déjà, rien que par l'écriture de la lettre, elle n'était pas obligée de s'expliquer face à Des Grieux. Donc il y a déjà un geste ici qui montre son amour et son respect pour Des Grieux. On peut y voir en fait finalement dans cette lettre plutôt une différence de morale, une différence de valeur. Pour elle, l'amour n'est pas associé à la fidélité des corps. Pour elle, elle le dit même, hein, c'est une sotte vertu que la fidélité. Crois-tu qu'on puisse être bien tendre lorsqu'on manque de pain? Et ici, en fait, le matérialisme de Manon, le fait qu'elle s'intéresse beaucoup aux conditions matérielles, montre en fait une forme de réalisme, de pragmatisme qui est lié à son statut social et qui montre en fait que l'amour pur, l'amour, le grand amour spirituel qui ne s'intéresse pas aux conditions matérielles, c'est en fait un privilège pour ceux qui sont suffisamment riches pour ne pas se poser les questions de comment ils vont pouvoir manger ou survivre le lendemain. Alors, ça déjà, première chose. Deuxième chose, c'est qu'on peut en fait voir chez Manon, dans sa forme de frivolité, peut-être qu'on pourrait y voir en fait une quête du bonheur individuel. Et une quête du bonheur individuel qui part déjà d'une quête de liberté. Si Manon refuse le mariage avec Des Grieux au début, parce que Des Grieux envisage plus ou moins le mariage. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que Des Grieux n'envisage pas vraiment le mariage, il envisage surtout, quand il manque d'argent au tout début du roman, d'en parler à son père, mais Manon sait très bien en fait. Manon est beaucoup moins naïve que Des Grieux, ça c'est très clair dans tout le roman. Manon sait très bien qu'ils ne pourront pas vivre leur histoire d'amour si le père est au courant, puisqu'il ne voudra pas que son fils reste avec Manon, évidemment, et qu'un mariage entre eux est impossible. Donc déjà, il y a cette idée-là. Mais elle-même refuse le mariage, puisque le mariage pour une femme, c'est en fait une forme de prison, puisque une femme mariée n'a aucun droit, elle appartient à son mari et donc elle perd toute sa liberté. Alors que si elle est une femme entretenue, elle est dans une forme de contrat avec un autre homme et donc elle ne lui appartient pas. Elle peut à tout moment interrompre le contrat, ce qu'elle ne peut pas faire avec un mariage. Et puis, elle a le droit d'utiliser l'argent que l'homme lui donne comme elle l'entend. Alors que dans un mariage, à nouveau, elle ne possède pas son argent, c'est le mari qui possède l'argent, c'est lui qui peut faire ce qu'il veut avec et elle doit lui demander l'autorisation pour l'utiliser. Donc on comprend déjà cette idée. Ainsi, Manon, si elle a un goût pour les plaisirs, elle n'est pas vénale. Elle ne veut pas l'argent pour l'argent, elle veut l'argent pour ce qu'elle peut obtenir avec, qui est en fait des conditions de vie propices à un bonheur individuel et à une vie pleine de plaisir. Le problème de Manon, c'est que ce bonheur-là, qu'elle voudrait pour elle, est inaccessible, comme on le voit puisqu'elle finit par en mourir, mais aussi inacceptable, et là on le voit aussi puisqu'elle en meurt, hein, à cause de sa classe sociale. Puisqu'au XVIIe siècle, on ne peut pas sortir de son rang, c'est quasiment impossible, hein, il n'y a pas d'ascension sociale possible. Et donc, Manon est rejetée au rang de prostituée parce que la société ne veut pas de personnes comme Manon qui aspirent à un rang social meilleur que le sien.
Et donc Manon elle-même, donc ça c'est le dernier point sur lequel j'aimerais réhabiliter Manon, c'est que Manon elle-même, comme des Grieux, est mise à l'épreuve par l'amour. On le voit puisque l'amour l'amène quand même, et son désir de liberté l'amène quand même à l'hôpital de la Salpêtrière, qui est connu pour ses conditions de détention horribles. Elle est même déportée en Amérique à cause de son désir en fait d'avoir des conditions meilleures. Et Manon, elle est même sublimée par la mort, puisque je rappelle qu'elle suit des Grieux, alors qu'elle n'aurait pas du tout été obligée de le suivre, hein, donc elle le suit par amour dans le désert, ce qui montre qu'elle l'aime véritablement et qui est une forme ici de preuve de son amour sincère. Et on le voit en fait que dès le début, Manon, elle sort de sa condition sociale, elle a une forme d'idéalisation et de sublimation de Manon dès le début, puisque alors même que c'est encore Renoncourt qui nous raconte son histoire, la première chose qu'il repère, c'est Manon. Et il nous dit que Manon, oui, parmi les 12 filles, alors là c'est en fait Renoncourt qui voit les 12 filles de la Salpêtrière qui vont se faire déporter en Amérique, et parmi elles Manon. Parmi les 12 filles qui étaient enchaînées 6 à 6 par le milieu du corps, il y en avait une dont l'air et la figure étaient si peu conformes à sa condition qu'en tout autre état, je l'eusse prise pour une personne de premier rang. Donc on voit ici que Manon, dès le début, par sa physionomie, par son physique et son comportement, sa manière d'être, est déjà en dehors de sa classe sociale, qu'elle est déjà d'un plus, et qu'en en fait, elle semble appartenir déjà à la noblesse. Donc Manon, dès le début, en fait, est un personnage spécial, qui sort de l'ordinaire, hors norme. D'où peut-être la fascination pour Manon Lescaut qu'ont eu les lecteurs au XIXe siècle, mais qui ont fait passer Manon pour une forme de femme fatale, ce que je pense qu'elle n'est pas tout à fait, même si Des Grieux veut nous faire croire qu'elle l'est. Voilà, j'espère que cette interprétation un petit peu différente de Manon te permettra d'entrer un peu plus dans les spécificités, dans les recoins du texte et d'apprécier d'autant plus ce roman. Je te souhaite bon courage pour tes révisions et n'hésite pas à me poser des questions en commentaire.